Ce Melocactus longicarpus, originaire du Brésil, de la région de Bahia, après avoir pratiqué le semis, les jeunes sujets me donnaient entière satisfaction. Et comme à mon habitude, je gardais 3 sujets, un sujet sur ses propres racines et 2 sujets greffés sur différents porte-greffes, sur un Cereus jamacarus et sur un Trichocereus pacanoi, pour en observer les différences entre la plante non greffée et les plantes greffées, et les variations sur les greffages de différents porte-greffes. Plus de 10 années ont passé et sur mes 3 sujets, sur l'apex, j'observais les premiers signes de la venue du céphalium. Les aiguillons devenaient de plus en plus denses, tout en étant très colorés et entourés de toutes petites soies blanches. Et il a fallu une année supplémentaire pour pouvoir voir apparaître les premières soies du céphalium, qui vont nous montrer les différents éléments composant ce céphalium. Cette densité supplémentaire d'aiguillons avant l'apparition du céphalium, c'est la transition entre le corps de la plante, avec son nombre plus ou moins dense d'aréoles aux aiguillons plus ou moins longs, et celle du céphalium qui lui est composé d'une multitude d'aréoles très petites, avec de très fins aiguillons enveloppés de soie blanche, qui sont, elles, plus ou moins reliées à leurs aréoles, ce qui donne chaque année, suivant l'importance du développement du céphalium, une couleur blanche aux soies très denses. Et par la suite, petit à petit, le grand nombre de soies blanches disparaissent, ce qui donnera la couleur définitive du céphalium, qui est très sombre pour cette espèce Melocactus longicarpus, ce qui donne la grande différence avec le Melocactus neomontanus. Ces 2 espèces sont pratiquement impossibles à différencier tant qu'elles n'ont pas le céphalium. Cette couleur orangée et la forme des fruits en font bien 2 espèces bien différentes, malgré leur très grande ressemblance pendant toutes leurs 10 années de jeunesse. Voir la vidéo 536 du Melocactus neomontanus, et je reviens sur le développement du Melocactus longicarpus pour vous en montrer la floraison. Et celle-ci apparaît tout au début du développement du céphalium. Et tous les jours, du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, tous les soirs, à partir de 5 heures jusqu'à la tombée de la nuit, les fleurs, plus ou moins nombreuses, s'épanouiront tout au long de la vie du céphalium. Elles sont petites, elles ont environ 1 cm de diamètre et autant de hauteur. Pendant ces 6 mois de floraison, elles ne se développent que quand les journées sont chaudes. Et du début du développement du céphalium jusqu'à la fin de sa vie, il fleurira. Chaque fleur donne systématiquement un fruit. Il apparaît environ 5 à 6 mois après la floraison. Ils ont 2 cm de long. Ils sont coniques avec près de 7 mm de diamètre sur sa partie la plus grosse. Ces fruits sont normalement injectés quand le temps est très chaud, mais restent accrochés au céphalium quand la température est plus basse. Avec les fruits de ce Melocactus longicarpus, j'ai relevé quelques anomalies. La plupart des fruits étaient coniques, mais certains étaient plutôt longilignes. Et cette anomalie s'est reproduite plus ou moins prononcée sur les 3 pieds que je possède, les fruits étant plus ou moins coniques sur chaque céphalium. Mais cela n'a pas empêché sur chaque céphalium, sur chaque fruit, de donner une grande quantité de graines. Ces graines, petites et noires, naissent très facilement. À condition de ne pas les semer immédiatement, il faut attendre minimum 3 mois. Quant au céphalium, lui, pendant ses premières années de jeunesse, 5 ou 6 ans, il apparaît très clair, car énormément de soie reste accrochée à ce céphalium. Mais petit à petit, le céphalium se développe, il se tasse et devient de plus en plus sombre. Les soies disparaissent et seuls les fins aiguillons forment le céphalium. Et celui-ci est très sombre.
Cette espèce, avec un céphalion d'une dizaine d'années, est peu spectaculaire. Il a atteint 10 cm de hauteur sur 8 cm de diamètre. Cette espèce est bien plus belle au début de son développement. Quand le céphalion se développe, il se creuse. Et il est plus beau quand il est couvert avec ses soies blanches. Mais cette espèce, Melocactus longicarpus, a un autre inconvénient, qui est peu commun chez les melocactus. Il se subirifie sur sa base, qui petit à petit la rend disgracieuse. Et cette particularité s'est produite sur mes 2 pieds greffés et sur mon pied non greffé, mais seulement au bout d'une vingtaine d'années, ce qui peut-être annonce la fin de vie de mes 3 pieds de Melocactus longicarpus, qu'ils soient greffés ou non greffés. Une autre observation que j'ai faite sur mon Melocactus longicarpus greffé sur Trichocereus pacanoi, de temps en temps le porte-greffe a produit des rejets, ce qui m'indiquait qu'il était trop puissant pour cette espèce. Et ces rejets, il me faut les supprimer, ce qui rend le pied très fragile à la pourriture. Mes Melocactus longicarpus ont près de 25 ans et semblent sur la fin de leur vie. Cette plante unique et exceptionnelle est originaire de Colombie. Pour en connaître dans les détails tous les cheminements de la vie de cette espèce, il faut consulter les vidéos numéro 500, numéro 604 et numéro 766. Toutes ces vidéos nous indiquent la vie de cette espèce unique qui n'a pas d'aiguillon, le Melocactus guianensis, de sa naissance jusqu'à son céphalium. Et quand celui-ci est apparu, il est aussi exceptionnel. Il n'a pas de fins aiguillons. Il n'a que des soies très douces et très blanches. Et depuis 5 ans qu'il s'est développé, j'admire et j'observe patiemment ce céphalium. Tous les soirs, à partir de 5 heures jusqu'à la tombée de la nuit, il développe ses fleurs. Elles s'épanouissent plus ou moins, car il leur faut beaucoup de température. Et malgré toutes mes interventions, cette multitude de fleurs ne m'ont jamais donné de fruits. J'ai pourtant pratiqué toutes les méthodes à ma connaissance pour féconder ces fleurs, mais sans aucun succès. Et je finissais par me résigner que peut-être il me fallait attendre que mon 2e pied donne son céphalium. Et mon 2e pied avait des problèmes, il était en très mauvais état et je ne pensais pas le sauver. Et les hivers, je le positionnais en suspension devant mes aréothermes qui lui procuraient une très bonne chaleur. Et cette solution fut efficace, il finissait par redémarrer et se développer correctement. Et pendant ce temps, 4 années ont passé. Et ces années m'ont paru très longues car j'attendais impatiemment la venue de ce céphalium sur ce 2e pied. Et enfin, mon 2e pied s'étant développé correctement, il finissait par donner les signes de l'apparition du céphalium. Et quand celui-ci est apparu, je l'attendais avec impatience, car j'allais enfin savoir si je pouvais obtenir de cette plante unique des fruits avec des graines qui sauveraient cette espèce. Et tous les jours, surtout le soir, je surveillais mon jeune céphalium pour voir apparaître la première fleur. Et enfin, un soir, ce fut le soulagement. La première fleur est apparue et s'est enfin épanouie.
car le céphalion n'étant pas entièrement formé, la fleur paraissait plus grande. Elle se dressait toute droite et semblait m'inviter à la fécondation. Le problème avec cette fleur, c'est que les étamines sont très courtes et restent figées au fond du calice, ce qui n'est pas le cas pour les fleurs de la plupart des espèces de molocactus. Le pistil, lui, est bien dressé à près d'1 centimètre au-dessus des étamines, ce qui aussi n'est pas le cas pour la plupart des fleurs de molocactus. Les étamines et le pistil se rejoignent et assurent la fécondation. Pour cette espèce, ce n'est pas le cas, et en plus, c'est un pollen gras, qui ne peut pas être emporté par le vent et reste collé aux étamines. Et j'interviens pour assurer la fécondation croisée entre mes 2 pieds de Molocactus guianensis variété nuda. Et mon intervention, je la pratique avec un cure-dent, ce qui me permet d'aller au fond du calice pour imbiber mon cure-dent de nectar. Et au passage et au retour, il capte sur les étamines un très grand nombre de pollen gras. Et avec mon cure-dent imbibé de nectar et couvert de pollen, je vais sur mon 2e pied de Molocactus guianensis variété nuda déposer sur le pistil de ces fleurs mes graines de pollen. Cela peut paraître bizarre, mais dans la nature, c'est exactement la même opération que font tous les soirs à partir de 5 heures les colibris, avec la partie extérieure de leur bec imbibée de nectar et de pollen. Ils vont de fleur en fleur assurer la fécondation. Et pour ma part, ayant fait le même travail, j'attendais le résultat. Mais cela ne vient pas tout de suite. Il faut attendre 6 mois entre la fécondation d'une fleur et l'apparition des fruits. Et passé les 6 mois, je commençais à aller de déception en déception. Les fleurs n'ayant pas été fécondées, je n'obtenais que des fruits secs. Et que ce soit pour l'un ou l'autre des 2 pieds de Molocactus guianensis variété nuda, ces fruits secs ne contiennent aucune graine. Et mon espoir de vous envoyer à vous tous quelques graines pour sécuriser cette espèce qui est unique, cet espoir s'envole. Conclusion, la seule espèce au monde de Molocactus guianensis sans aiguillon ne sera jamais multipliée, car pour cette espèce j'ai eu des échecs avec les multiplications cellulaires. Maintenant, le dernier espoir, le dernier échec, qui s'envole avec la multiplication par fécondation. Et dans quelques années, il nous restera que des images pour admirer cette espèce unique, car elles auront disparu dans ma collection et même sur site, car cette espèce ne peut pas se multiplier naturellement.